cet immense pays, qui fait 30 fois la France, se considère naturellement comme un ami de la France, alors que chez nous, la pensée dominante est plutôt hostile à la Russie aujourd'hui. Et parce que la Russie est très attachée à son histoire et à sa culture, elle connaît bien les liens qui l'unissent à la France. Alors beaucoup de Français ont par exemple oublié Anne de Kiev, qui est pourtant au cœur de l'histoire et de la culture russe. Anne de Kiev, c'est la petite-fille de Vladimir Ier, le premier prince ayant unifié la Russie autour de la religion orthodoxe. Et Anne de Kiev, c'est aussi l'épouse d'Henri Ier, roi des Francs, troisième Capétien. On pourrait ainsi multiplier les exemples historiques de rapprochement entre la France et la Russie. Bien sûr, il y a eu des oppositions entre la Russie et la France à travers l'histoire, notamment pendant la période napoléonienne, mais surtout beaucoup d'alliances entre ces deux pays. N'oublions pas que les précepteurs étaient français à la cour de Russie et que l'on y parlait également la langue de Molière. La Russie, en fait, c'est un peu le miroir de la France. Chaque pays est positionné aux extrêmes de l'Europe et peuvent constituer un élément de stabilité important, notamment au profit de l'Europe. La visite du président Poutine à Versailles a marqué un temps fort dans les relations, la reprise des relations pacifiées entre les deux pays. Le président Poutine a d'ailleurs laissé entendre que la personnalité du président français était autrement plus consistante que celle de son prédécesseur. Si l'on regarde maintenant la production, la Russie est le premier producteur de gaz naturel et le premier producteur de pétrole au monde, mais aussi l'un des principaux producteurs et exportateurs de diamants, de nickel, de platine et de bois. La première des fragilités, naturellement, c'est que c'est une économie dépendante des matières premières, des ressources en matières premières. Donc la rente pétrolière et gazière contribue énormément à la stabilité et au développement du pays. Enfin, je dirais que le poids de la bureaucratie en Russie, de cette économie administrée, perdure encore dans beaucoup de régions. Le président Poutine a nommé comme ministre d'économie et des finances un jeune économiste, Maxime Orechkin, qui avait d'ailleurs travaillé pour la filiale de la Société Générale en Russie, avec comme mission de mener les réformes économiques et fiscales afin de relancer l'économie russe. Dans les grandes villes émerge aussi une classe moyenne, ce qui n'existait pas auparavant, et ce qui est un signe fort. Et même les sanctions imposées au régime l'ont finalement contraint à se diversifier, en se tournant vers les BRICS, bien sûr, et même vers l'Afrique aujourd'hui. Au passage, il faut souligner que ce sont nos agriculteurs, à nous Français, qui ont le plus souffert de ces sanctions, puisque cela leur a fermé des débouchés importants en matière agroalimentaire vers ce pays de plus de 150 millions d'habitants. La période me semble en effet donc propice pour la reprise des échanges, et la France est vraiment très attendue. Les échanges franco-russes sont d'ailleurs de nouveau à la hausse. Ils ont cru de 24% au premier trimestre 2017. Aujourd'hui, on a 500 entreprises françaises qui sont implantées en Russie et semble-t-il durablement, puisque malgré les péripéties de la crise des relations entre la France et la Russie, aucune n'est retournée sur le territoire national. La France aujourd'hui n'est que le troisième partenaire commercial de la Russie parmi les pays européens, très loin évidemment derrière l'Allemagne, mais aussi les Pays-Bas. Les Français sont donc très attendus et ils peuvent réussir à condition de bien décrypter les jeux de pouvoir politique et économique de l'échiquier russe. Alors justement, je crois qu'il ne faut pas aborder la Russie en pensant uniquement au pouvoir central. Bien sûr, il y a la Fédération de Russie avec son gouvernement, ses ministères, son administration, mais il y a aussi de l'autre côté les oblasts, c'est-à-dire les régions, les provinces en quelque sorte, qui ont beaucoup de pouvoir et d'autonomie. De même, la vie économique ne peut pas se résumer ni à Moscou ni à Saint-Pétersbourg, mais il faut citer par exemple le très grand centre économique de Yekaterinbourg, qui produit des machines-outils, qui produit de l'acier, des trains, des produits chimiques ou encore des pneus.
Pour aborder la Russie, il faut aussi comprendre un petit peu les 100 dernières années qu'elle vient de vivre finalement, depuis 1917. 70 ans de communisme qui ont pesé très lourd, et la Russie aujourd'hui souhaite retrouver ses racines. D'où cette impression un petit peu étonnante pour nous à l'Ouest, de cette volonté d'assumer un passé glorieux, très attaché et très imprégné de la religion orthodoxe également. Sans crainte de caricaturer, on peut dire que le deuxième personnage de l'État aujourd'hui en Russie n'est pas le Premier ministre, mais véritablement le patriarche de l'Église orthodoxe russe. C'est souvent grâce d'ailleurs à la maîtrise de contacts de très bon niveau dans l'Église orthodoxe que nous pouvons faire avancer des causes tout à fait économiques et pragmatiques pour nos clients en Russie. Aujourd'hui, la Russie importe principalement des médicaments, des véhicules, des machines, des appareils, mais ses besoins sont beaucoup plus larges, évidemment, notamment autour de l'agro-industrie. La France, qui est un leader mondial dans ce domaine, doit faire beaucoup mieux, même si des entreprises y ont déjà fort bien réussi, comme Maïsadour Semences, par exemple. Il y a des synergies à développer, notamment dans l'élevage, la filière bovine, en particulier avec l'amélioration génétique, et puis de l'amélioration génétique, toute la filière en fait, jusqu'à la transformation de la viande et puis la commercialisation avec des standards européens. Il y a également le secteur du lait qui est un secteur crucial en Russie où il y a un fort déficit. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le gouvernement rembourse dans ce secteur tous les investissements à hauteur de 20%. Danone a prouvé qu'on pouvait faire du yaourt en Russie, mais par exemple dans la filière fromage, il n'y a pas d'acteurs de poids implantés de manière significative. D'autres pistes évidemment existent dans le domaine par exemple des médicaments, puisque les autorités russes se donnent comme objectif que 90% des médicaments vitaux, essentiels, soient à terme produits sur le sol russe. Et si donc 2017 était la bonne année pour les entreprises françaises d'accélérer le mouvement et de revenir en Russie. De manière très symbolique, très récemment, au début du mois de juin 2017, le président Poutine a choisi de donner le nom de Christophe de Margerie à un super méthanier brise-glace destiné à naviguer sur les eaux glacées de l'Arctique. Le nom de l'ancien PDG de Total a été donné, je cite le président Poutine, en hommage à un grand ami de la Russie qui a fait beaucoup pour renforcer les amitiés et les partenariats avec la Russie. L'économie russe semble renouer avec la croissance après 2 années difficiles et les autorités multiplient les mesures incitatives. Nous allons souvent en ce qui nous concerne en Russie et tous nos correspondants russes nous le confirment. Ils relaient la bonne image de la France et des chefs d'entreprise françaises dans le pays. Nous sommes donc convaincus que c'est le moment pour les entreprises françaises de retrouver le rôle qu'elles jouaient il y a encore quelques années en Russie et d'y revenir gaillardement.